Ils vous ont menti sur à peu près tout. Ils vous ont menti sur les masques. Le gouvernement vous a dit qu'il y avait des stocks, mais qu'ils étaient inutiles. Puis qu'ils étaient indispensables, mais qu'on n'avait pas de stock. Ils ont fait mentir les chiffres en brandissant chaque jour un nouvel indicateur toujours plus anxiogène. Depuis le début de l'année, le Covid-19 a fait 56 000 morts en France, soit 3 fois plus qu'en Allemagne, et ce, parce que nous avons fermé 69 000 lits d'hôpitaux en 15 ans. Le gouvernement a osé affirmer qu'aucun malade n'avait été abandonné, alors que nos anciens, nos parents, nos grands-parents ont été privés de soins et d'hospitalisation, condamnés à une mort couronnée de solitude. Ils vous ont menti sur le professeur Raoult, parce qu'il ne fait pas le jeu des grands laboratoires. Le vaccin avec ARN messager ne serait pas un vaccin à proprement parler. Pour le professeur et infectiologue Christian Perron, c'est de la thérapie génique sur laquelle nous n'avons aucun recul. Une aubaine pour des laboratoires pharmaceutiques qui n'auront même pas à payer leurs potentiels dommages irréversibles. TV Liberté défend la vérité. Aidez-la. Bienvenue à tous dans notre Zoom du jour. Je reçois aujourd'hui Lou Vialet. Bonjour monsieur. Bonjour, merci de m'avoir invité. Lou Vialet pour parler du franc CFA. Vous êtes diplômé en droit public, histoire et lettres. Vous êtes spécialiste de l'économie politique de l'Afrique, fondateur du blog Questions africaines. Et donc, je le disais, vous publiez cet ouvrage, La fin du franc CFA, chez VA Éditions, avec une caricature haute en couleur que les téléspectateurs intéressés par le sujet pourront découvrir s'ils s'offrent cet ouvrage sur la boutique officielle de TV Liberté. Lou Vialet, la moitié des 15 pays utilisant le franc CFA avait prévu de le remplacer par l'ECO dès juin dernier, mais le Covid a bouleversé cette perspective. Pourquoi avoir écrit ce livre? Pourquoi est-ce important? Écoutez, j'ai écrit ce livre pour une raison assez simple, parce que j'en avais assez. J'en avais assez de cette posture de harcèlement, de ces mensonges à répétition, de cette avalanche de falsifications historiques dont les Français font l'objet, de la part de certains Africains, quant à l'action de la France en Afrique. J'ai fait ce livre pour rétablir un peu les faits et pour mettre les Africains et une partie des Français qui collaborent aussi à ces falsifications face à leurs responsabilités. Qu'est-ce que la France a gagné en soutenant cette monnaie, le franc CFA? Alors, cette monnaie, vous l'avez dit, elle est partagée par un tiers des pays africains. Et cette monnaie, elle est garantie par le budget de l'État français, notre budget. Et elle est aussi, elle fait le lien entre l'euro, donc 19 pays européens, et un pays sur 3 africains. Et donc notre intérêt de garantir cette monnaie, c'est tout simplement qu'un tiers des pays d'Afrique ne s'effondre pas, ne fasse pas défaut dans la minute, n'est pas une monnaie inconvertible. Notre intérêt est celui de la stabilité du continent africain et non pas de son chaos. C'est la raison principale pour laquelle nous garantissons cette monnaie, c'est la sécurité nationale. Vous qualifiez Lou Vialet de démagogue, les politiques, économistes, intellectuels qui accusent ce franc CFA d'être à l'origine du sous-développement de ces pays africains. Pourquoi ? Oui, c'est assez incroyable. Ça fait 60 ans que l'Afrique est décolonisée. Et bien 60 ans après, en 2020, ce serait l'ancienne puissance métropolitaine qui serait à l'origine de tous les maux de l'Afrique. Et notamment ce franc CFA qui serait en réalité le symbole d'une domination française encore sur l'Afrique et le symbole aussi de ce retard africain. Non, le franc CFA, c'est la meilleure monnaie d'Afrique, c'est la monnaie la plus crédible. Et il se trouve que la monnaie, avoir une bonne monnaie, ne détermine pas la réussite économique.
Si les pays africains ont échoué à sortir du sous-développement, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, elle est bien sûr celle de la désindustrialisation d'origine chinoise et d'origine indienne. C'est avec ces pays qu'ils font leur plus gros déficit, et c'est pour ces raisons qu'ils ne sont même pas capables de construire des chaises en plastique dans leur propre pays. Mais en réalité, la deuxième raison, c'est le climat d'irresponsabilité dans lequel on tient les dirigeants africains. C'est parce qu'ils ne font pas les bonnes réformes. C'est parce qu'il y a un éclatement de la fiscalité des pays africains. C'est parce qu'il y a un éclatement des politiques régionales des pays africains que la monnaie, qu'est le franc CFA, qui garantit 2 marchés communs africains, eh bien, c'est à cause des mauvaises réformes économiques, de l'absence même parfois d'initiatives de ces pays africains, eh bien, que cette monnaie est une bonne monnaie, mais qu'elle ne permet pas de sortir du sous-développement, tout simplement parce que ils ne prennent pas de bonnes initiatives, ils sont trop divisés entre eux. Et ils projettent sur la France l'origine de leurs échecs. Alors parmi ces économistes qui dénoncent le franc CFA, il y a Jacques Sapir que vous évoquez dans votre ouvrage. Qu'est-ce que vous pensez de son analyse ? Mais je pense qu'il plaque l'analyse qu'il fait sur l'euro sur le franc CFA. Tout simplement parce que le fonctionnement technique du franc CFA ressemble beaucoup à celui de l'euro. C'est une monnaie commune, l'euro n'est pas garanti par l'extérieur. Mais la différence, c'est que l'Afrique en entier pèse pour moins de 1% de la production manufacturée mondiale. Eh bien, on ne compare pas tout simplement des pays qui sont des producteurs de matières premières, qui n'arrivent pas à s'industrialiser, avec des pays déjà industrialisés. Quand bien même la France est en partie désindustrialisée, elle est encore une puissance industrielle, elle offre des services, et on ne peut pas comparer les deux. Je vous donne une raison simple. Lorsqu'on dévalue une monnaie dans un pays industriel, eh bien, ça nous permet de le vendre pour moins cher à l'étranger. Lorsque vous dévaluez votre monnaie dans un pays qui n'est pas industrialisé, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous renchérissez le prix des marchandises importées et vous ne vous permettez pas de remplacer ces marchandises par des productions locales. Donc, il y a un problème dans la nature de la comparaison qui ne tient pas. Vous estimez, Louviélé, que les promoteurs de la fin du franc CFA veulent maintenir ces pays africains dans un rôle de réservoir de matières premières, n'est-ce pas ce que fait la France quand elle engage ses soldats au Mali pour entretenir les intérêts d'Areva en uranium? Alors, d'abord Areva, c'est au Niger. Et il se trouve que nous avons des coopérations avec le Kazakhstan, avec le Canada, avec le Niger sur l'uranium. Vous aurez noté que nous n'avons pas d'accord de coopération monétaire ni avec le Canada ni avec le Kazakhstan. C'est-à-dire que nous pouvons très bien, nous approvisionner en uranium sans coopération monétaire. Maintenant, la présence de nos soldats, elle revient à la première question que vous m'aviez posée, c'est-à-dire l'intérêt finalement pour nous d'avoir cette coopération monétaire, cette coopération militaire. Eh bien, si nos soldats n'étaient pas au Sahel, il y a fort à parier que ce soit les djihadistes qui contrôlent le Sahel, c'est-à-dire notre voisinage. Le voisinage de pays déjà faibles que sont l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, mais aussi notre voisinage méditerranéen, c'est-à-dire nos frontières. Donc nos soldats sont là-bas pour assurer un ordre, tant bien que mal, et ne pas laisser la paix civile aux mains des djihadistes et des extrémistes. Il n'y a rien à voir avec nos intérêts économiques. Je rappelle que la zone franc, à l'intérieur de laquelle le Mali se trouve, la zone franc, j'ai refait le calcul dans cet ouvrage, ça n'avait pas été fait depuis des années, correspond à 0,6% de notre commerce extérieur. Et nous, en tant que Français, nous correspondons à 10 à 15% des échanges des pays de la zone franc. Nous n'avons aucun monopole économique sur ces pays et aucun monopole politique. Vous avez pris l'exemple du Mali. Avons-nous fait le coup d'État absurde, ridicule, qui a ajouté de l'instabilité au chaos? Non, nous n'avons pas été à l'origine de ce coup d'État. De la même manière, le processus électoral en Côte d'Ivoire, nous n'y sommes intervenus en rien. La mort de l'ancien Premier ministre Gon Coulibaly, ce n'est pas du fait de la France, c'est une mort naturelle. Nous ne sommes pas dans une position de monopole ni économique ni politique. Et c'est cela la base des mensonges, à la fois d'un certain nombre d'économistes, mais aussi en France, des décoloniaux, qui, parce qu'ils pensent que nous sommes toujours en situation de contrôle, de domination, déchaînent leur rage
leur ressentiment et leur posture victimaire contre nous. Je le disais tout à l'heure, la moitié des pays utilisant le franc CFA voulaient passer à cette monnaie l'éco et pourtant très peu de chefs d'État se sont insurgés contre le franc CFA. Seulement le président du Tchad, Idriss Déby, et l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo. Comment est-ce que vous expliquez cette omerta, ce silence des autres chefs d'État ? Bon, d'abord depuis les années 60, on remarque une tendance générale qui est celle tout simplement d'adhérer, de réadhérer au système du franc CFA, qui est commune à tous les pays de la zone franc. Vous noterez une chose, c'est que quelques pays sont partis de la zone franc depuis les années 60, je pense à Madagascar, à la Mauritanie, mais aussi d'autres pays sont rentrés. Donc la zone franc attire, et la zone franc, on y adhère et on y réadhère. Eh bien, ce que l'on voit avec Laurent Gbagbo et avec M. Déby, d'une part, Laurent Gbagbo n'a pas dénoncé les accords de coopération monétaire quand il était président de la République. Dénoncer une coopération, ça veut dire tout simplement activer un article, l'article 10, stipulant que tout simplement on peut sortir juridiquement de cette coopération monétaire. Vous pouvez le faire, ça a été fait. Eh bien, ni Idriss Déby ni Laurent Gbagbo n'ont choisi de le faire lorsqu'ils étaient en exercice. Gbagbo est resté dans le franc CFA, il a même renouvelé la coopération monétaire en 2007. Personne ne le sait, il ne le dit pas, ça vaut mieux. Mais il la dénonce ensuite dans son autobiographie en disant que finalement la France sans le franc CFA serait un nain économique. Bon, il devrait revoir un petit peu ses fondamentaux. De l'autre côté, Idriss Déby, président du Tchad, en 2015, nous dit « Quelle est cette monnaie coloniale dont il faudrait sortir ? J'exhorte tout le monde finalement à en sortir. » Et il y est encore. Pourquoi ? Parce que c'est une bonne monnaie. Et pourquoi est-ce que les autres pays n'ont pas voulu la quitter et ont voulu y adhérer ? Parce que c'est une bonne monnaie, c'est la meilleure du continent africain. En revanche, il est électoralement intéressant un peu d'avoir le beurre et l'argent du beurre. D'un côté, on a l'appui des Français, la meilleure monnaie africaine, et de l'autre, on se pose en victime pour avoir des scores électoraux magnifiques. Et ensuite, Idriss Déby l'avait fait en 2015 avant une échéance électorale, et ensuite on gouverne, évidemment sans rien faire. Alors, vous me direz, pourquoi est-ce qu'on n'a pas expulsé ces pays ? Puisque nous avons la possibilité, nous Français, nous Africains d'une certaine manière, dans cette alliance monétaire, tout simplement parce que c'est un chantage odieux. Si vous expulsez le Tchad, qui a critiqué cette coopération, eh bien vous perdez tout simplement un allié dans la lutte contre le djihadisme. Et vous affaiblissez un pays énormément. Vous rendez sa monnaie inconvertible. Et ce que vous faites, finalement, c'est que vous affaiblissez toute une sous-région. Donc, pardonnez-moi, j'ai répondu qu'à une seule partie de votre question, mais qui est importante, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a ce double discours. D'un côté, on dit aux Africains, nous sommes les victimes des Français, et face aux Français, on dit merci pour la monnaie. Merci, parce que grâce à elle, nous ne faisons pas défaut. Grâce à elle, nous pouvons remplir nos déficits. Donc, c'est un double discours. Et notre économie est à l'abri de l'inflation, contrairement à beaucoup d'autres monnaies africaines qui ont été victimes de beaucoup de crises inflationnistes. Mais je vois que vous avez lu mon livre, bien sûr. C'est ce qui s'est passé par exemple au Nigeria, au Ghana, tout le temps en réalité. On dévalue en permanence les monnaies, on les ajuste en permanence. Tandis que nous avons la possibilité de protéger en réalité un pays sur trois de l'hyperinflation, c'est-à-dire d'une hyperviolence dans la société. Je vais souvent en Afrique. Figurez-vous que lorsque je vais en Côte d'Ivoire et aussi dans les petits quartiers, je vois quoi ? Je vois des Ghanéens, je vois des Nigérians, je vois des gens de la Guinée-Conakry qui n'est pas dans la zone franc. Eh bien, c'est des gens qui vivent dans des sociétés ultra-violentes, mais aussi économiquement. Et qui se réfugient où ? Eh bien, dans la zone franc, où la stabilité monétaire et économique est bien plus forte. Donc, ce double discours de Laurent Gbagbo et du maréchal, attention, maintenant il était maréchal, et il a un bâton, eh bien, ce double discours, je le trouve odieux et il s'agit maintenant de les mettre face à leurs responsabilités. Nous n'avons pas, jusqu'à aujourd'hui, dit leur fait à ces gens. Il faut le faire, puisque en ne le faisant pas, eh bien, nous laissons finalement le discours d'extrême gauche continuer leur infantilisation et perpétuer leurs postures victimaires qui sont insupportables.
Avant sa mort, l'ancien chef d'État libyen Mouammar Kadhafi avait eu l'ambition de créer un dinar or pour échapper au dollar. Est-ce que l'on peut comparer cette volonté à celle de ces pays africains de vouloir s'émanciper de la France avec l'éco? Alors oui, le dinar or qui allait libérer l'Afrique, bien sûr, du capitalisme, probablement, je ne sais pas, des 7 plaies d'Égypte aussi, absolument de tout. Ce dinar or, fait par Kadhafi, drogué et quasiment mourant. Mais il avait quand même le plus haut niveau de vie d'Afrique derrière, oui, sans doute, mais bien sûr, l'Afrique du Sud. Bon, il y a plusieurs choses à répondre. D'abord, faire une monnaie internationale avec des économies de rente, une monnaie de crédibilité internationale avec des économies de pétrole ou agricoles seulement, c'est impossible. Une petite parenthèse, vous savez que la Russie dépend en grande partie du dollar. Par exemple, le rouble russe, il s'ajuste, il monte et il descend en fonction des variations du dollar. On aurait une fausse monnaie souveraine comme celle-ci. Et maintenant, une chose, c'est que pour faire une monnaie panafricaine, il faut des accords entre les présidents africains. Mais vous connaissez l'état des divisions politiques en Afrique ? Vous savez à quel point c'est impossible pour plusieurs pays en ce moment et depuis des années de s'entendre et de réussir à faire autre chose que des petites coopérations. Non, en réalité, la monnaie panafricaine qui existe, c'est le franc CFA. Parce que, écoutez, depuis 60 ans, il n'y a eu aucune autre monnaie sur le continent africain qui a rassemblé autant d'États africains. Mouammar Kadhafi n'aurait jamais pu faire une monnaie qui réunisse tout le continent africain, puisque ça aurait supposé une unité politique qui n'existe pas. Dans toute sa sous-région, ils sont complètement divisés. Même la Libye, à son époque, c'était déjà assez compliqué à gérer. Donc imaginez gérer les 52, 53 États africains ensemble à travers une monnaie unique, à travers un marché unique pour accompagner cette monnaie. Eh bien, si déjà on échoue dans la zone franc, dans l'UEMOA, dans la CEMAC, avec des monnaies communes, si on échoue à faire des politiques fiscales communes, des politiques régionales communes, des politiques commerciales communes, comment voulez-vous le faire à l'échelle du continent ? C'est un vaste mensonge qui est encore une fois relayé par l'extrême gauche. Et que souvent à droite, par paresse, ou alors... C'est le cas du Front National, dont la présidente souhaitait la fin du franc CFA. Écoutez, vous avez noté que tous les candidats à la présidentielle de 2017, notamment, sur ces questions, ont été soit timorés, soit ont rejoint les positions de l'extrême gauche. Moi, je n'ai pas d'ennemis à droite. Donc, je ne dénoncerai ni les uns ni les autres. En revanche, ce que je note, c'est une grande lâcheté. Pour certains, il y a une tentation, la tentation de l'angélisme, la tentation du tiers-mondisme, la tentation de penser les rapports de force en oubliant que les rapports de force existent finalement, et en se disant que les gros, que les pays puissants sont redevables finalement aux pays pauvres, et qu'ils ils ont une sorte quelque part de responsabilité envers eux, et qu'ils devraient finalement les assister toute leur vie. Mais cette posture un peu souverainiste tiers-mondiste, je la récuse, mais je la récuse autant que, mais que certains droitards romantiques, pour qui il n'existe rien à l'étranger, mis à part des autocrates un peu exotiques, et pour qui l'Afrique, c'est un lot de problèmes dont on ne s'intéresse pas. Écoutez, non. Si on ne s'intéresse pas à l'Afrique, l'Afrique s'intéressera à vous. L'Afrique, c'est le continent le plus proche du nôtre. Et si l'Afrique est dans un désordre monumental, si nous ne voulons pas subir les conséquences de ce désastre, il va falloir s'y intéresser. Et notamment, il va falloir maîtriser ces questions. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. L'historien Bernard Lugan, que l'on accueille souvent sur le plateau de TV Liberté, lui aussi s'oppose à la fin, et pour la fin de ce franc CFA. Quelle est la faille de son analyse selon vous ? Écoutez, j'ai pas du tout envie de polémiquer avec un grand historien comme Monsieur Lugan. Je ne suis moi-même pas historien et j'ai énormément de respect pour son travail. Il a dit des choses très justes. Il a rappelé que la zone franc ne comptait pour rien, pour ainsi dire, dans le commerce extérieur français. Moi, la seule chose que j'ajoute, et je vais vraiment être très respectueux avec lui, c'est de dire, écoutez, si finalement un tiers des pays d'Afrique ont une monnaie inconvertible demain, ont de l'hyperinflation, n'ont plus de marché commun, puisque c'était le socle de leur marché commun, n'ont que des tout petits marchés domestiques rentiers, qu'est-ce qui va se passer ?
il va se passer que la Chine-Afrique prendra de l'ampleur, que la Russe-Afrique prendra de l'ampleur, que l'Indie-Afrique, que la Turque-Afrique prendront de l'ampleur. Tout simplement, il va se passer la chose suivante. Notre environnement régional sera déterminé par des forces extérieures qui nous mettront la pression. Et une dernière chose, vous parliez tout à l'heure des rentes. Nous n'avons pas intérêt d'une Afrique qui soit piégée dans les rentes, tout simplement parce qu'une Afrique piégée dans les rentes, c'est une Afrique qui ne maîtrise pas son expansion démographique et c'est une Afrique qui, quelque part, ne peut pas transformer son économie de telle sorte à ne pas subir le réchauffement climatique. Et une chose, l'Afrique est le continent le plus touché par le réchauffement climatique et indirectement, c'est nous qui allons recevoir les conséquences. Donc nous n'avons pas intérêt à ce que l'Afrique reste dans le piège des rentes. En revanche, des pays comme la Russie, comme la Chine, comme les États-Unis, et si l'Afrique explose, ils s'en moquent. Ça ne leur fait rien, leur sécurité nationale n'en sera jamais touchée. Ça n'a aucun sens pour eux. Si l'Amérique du Sud explose, eh bien ça intéresse les États-Unis. Si l'Afrique explose, ça n'a aucun sens pour eux. Et donc ils ont tout intérêt, d'ailleurs beaucoup de documents le prouvent, et notamment c'est la stratégie des Chinois, eh bien ils ont tout intérêt à continuer de puiser dans ce continent comme on le ferait dans un réservoir de matières premières. Et on le voit bien dans les rapports commerciaux. Les plus grands déficits que font les pays africains, ce ne sont pas avec nous. Nous sommes à l'équilibre. C'est avec la Chine, c'est avec l'Inde, c'est avec les États-Unis aussi. Et donc si nous quittons la zone franc, comme le décrivait peut-être Lugan, eh bien il y a fort à parier que ces pays restent pour tout le siècle dans une économie de rente dirigée par les pays émergents et que nous ayons un pistolet sur la tempe, nous Européens, le pistolet de notre voisinage contrôlé par des puissances qui n'ont pas intérêt dans le développement de l'Afrique ni dans notre sécurité européenne. L'écho, ce projet de nouvelle monnaie, quels seraient les avantages, quels sont les arguments que les Africains mettent en avant pour soutenir ce projet ? Alors l'écho, c'est un petit peu une entourloupe africaine. L'écho, à l'origine, c'est une question un peu complexe, un peu technique, donc je vais le faire très rapidement. L'écho, à l'origine, c'était le projet de tous les États d'Afrique de l'Ouest. La moitié des États d'Afrique de l'Ouest sont dans la zone franc. Eh bien, c'était le projet des États anglophones et des États francophones d'Afrique de l'Ouest. C'est un projet qui a 20-30 ans. C'était l'écho de la CEDEAO. Voilà. Et il se trouve que pour un peu taire la critique du franc CFA qui commençait à monter, à la fois en Europe et en Afrique, eh bien, le président ivoirien et le président français ont parlé de faire un écho, non pas à l'échelle des pays anglophones et francophones, mais à l'échelle seulement des pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Ce qui a donc mis en rogne un petit peu les pays anglophones. Mais c'était une illusion. Il n'y avait aucune possibilité de faire une monnaie. Maintenant, le projet d'écho. Le projet d'écho, c'était quoi ? C'était de retirer finalement toutes les conditions qui permettaient que la France garantisse le franc CFA. C'était finalement en fait une garantie de la France sans aucune contrepartie. Et cette garantie française, c'est pas seulement une garantie sur les finances publiques, c'est une garantie aussi sur les déficits. Nous renflouons les déficits des pays de la zone franc lorsqu'ils sont trop forts et ce qu'ils vont faire défaut. Eh bien, l'écho, ce projet d'écho, c'était finalement tous les inconvénients sans les avantages, avec une posture où les États africains étaient complètement déresponsabilisés, pouvaient faire du déficit open bar, financé par qui ? Par vous, par moi, par les auditeurs de TV Liberté, par nos impôts. Et donc c'était finalement la pire des réformes, tout simplement parce que Macron voulait faire une petite avancée et dire que, attention, on avait mis fin à cet historique problème, ce problème de la monnaie néocoloniale, la méchante monnaie des Blancs. Et non, tout simplement, c'était la pire des réformes à faire. Et le coronavirus, eh bien, en rendant les choses plus incertaines, aussi en affaiblissant aussi, d'une certaine manière, même les finances des pays de la zone franc. Il y a eu un repli énorme du prix des matières premières. Le coronavirus, heureusement, a fait surseoir cette réforme. Et je pense qu'il faut bien la combattre. Vous dites aujourd'hui, Loup Vialet, que de toute façon, ce passage à l'écho, dans les conditions qui sont celles d'aujourd'hui, celles du Covid, ne sont plus réunies. Pourtant, les croissances des pays africains tournent toujours autour de 2%. Non. Alors, la croissance des pays d'Afrique de l'Ouest, elle tourne autour de 7%. Mais c'est une croissance qu'on appelle appauvrissante, c'est-à-dire
c'est la croissance, puisque ces pays ont refusé pour beaucoup, certains ont été empêchés à cause de la désindustrialisation chinoise, mais pour beaucoup, ils ont refusé aussi de faire une union fiscale, une union régionale, etc. Eh bien, ce sont toujours des pays qui sont producteurs de matières premières seulement, avec un peu de services, mais pas d'industrie. Et donc, ou alors des industries extractives pour les matières premières. Et donc, finalement, ce que nous avons, c'est l'embellie du cacao, c'est l'embellie du pétrole pour certains, c'est l'embellie du café. Ça ne nourrit pas un peuple, hein, ça. Ça nourrit des élites, mais ça ne nourrit absolument pas un peuple. Vous voyez, les Ivoiriens... ça va pas bien. Donc, et dans toute la région, c'est catastrophique. Donc oui, il y a une embellie sur les prix des matières premières, ils en profitent. Ce qui montre bien d'ailleurs que la monnaie qu'ils ont ne leur empêche pas de faire des bons chiffres de croissance. Mais pour passer de cette croissance à une croissance plus riche, plus industrialisée, éventuellement respectueuse de l'environnement, pour ça, il faut des initiatives africaines qu'on attend encore. Lou Vialet, la fin du franc CFA, édité chez VA, Valeur Ajoutée, c'est le nom de cette maison d'édition. Merci Lou Vialet, je rappelle à nos téléspectateurs que vous pouvez trouver cet ouvrage sur la boutique officielle de TVL. Merci Lou Vialet. Merci à vous, merci beaucoup.